peu près. Bonjour chers auditeurs, eh bien ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission du Monde d'à peu près. Et bien aujourd'hui nous avons toujours mes acolytes habituels, mais on a une nouvelle recrue qui travaille avec nous depuis un moment et qui a décidé de passer derrière le micro. Je vais la présenter, elle s'appelle Eva. Oui, mais Eva. c'était pas une raison pour pas nous nommer d'abord. Je vais vous nommer après, calme-toi. Salut Eva. Oui, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter succinctement pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas ? Oui, donc Eva, belgo-hongroise, mais ça fait quand même une bonne vingtaine d'années que je vis en Belgique. Ma langue n'est pas... Je ne suis pas francophone de naissance. Je trouve... ce qui est essentiel de savoir sur moi, c'est que j'ai passé donc de l'Est à l'Ouest et que ça m'a permis d'une ouverture d'esprit que je trouve très intéressant. La Belgique, ce n'est pas seulement un pays où se croisent plein de langues et de nationalités, mais ça permet aussi d'élargir les horizons. Et pour conclure, j'aime bien lire des livres et c'est comme ça que je me retrouve ici parce que je ne suis certainement pas une spécialiste littéraire. Donc voilà. Ce sera toujours intéressant d'avoir ton avis, d'autant plus que, comme tu le dis, tu as vécu en URSS, donc vraiment tu as deux visions du monde qui sont différentes et qui vont être intéressantes pour poser des questions à nos invités. Mais avant de présenter l'invité du jour, parce que Ludovic se faisait attendre, il était très déçu que je ne l'ai pas présenté. Tu sais, Ludovic, c'est les femmes d'abord, hein. Je te le rappelle quand même. Et c'est moi qui décide aussi, c'est moi qui anime. Trêve de plaisanterie, salut Ludovic et salut Nicolas, vous allez bien ? Ah, enfin, quand même. Bon, oui, ça va bien. Oui, bonjour à tous. On est content d'accueillir un transfuge chez Artemus. Un transfuge. Eh bien, l'invité du jour est un invité qui nous vient tout droit de Suisse. Il s'appelle Martial Wout, c'est un écrivain, mais pas que. Écoute, je vais te laisser te présenter, si ça ne te dérange pas, et je me permets de te tutoyer parce qu'on s'est déjà rencontrés et on ne va pas faire semblant. Je vais me présenter, oui, bonjour à tous, merci de m'accueillir ici au Plat Pays. Je suis Martial Wout, écrivain, c'est un peu pompeux, je pense qu'on peut dire écrivain quand les gens vivent vraiment de leur plume. Moi je suis un prof d'autodéfense qui écrit, qui est passionné et qui écrit aussi des romans. Ok, ça va. Aujourd'hui on te reçoit justement pour ton dernier roman, qui s'appelle Remédier. Donc on l'a tous lu ici autour du plateau. Dans le studio même. Ah, vous l'avez lu ? Oui, on l'a lu. Ah, ouais, tu sais, j'ai vu, il n'y a pas très récemment, j'ai vu La Tronche en biais qui parlait du livre de Chaillot et qui ne l'avait pas lu. Donc voilà, là, on l'a lu. Exactement. On l'a lu, c'était une petite crotte de nez, c'est gratuit. Je vais laisser peut-être notre nouvelle recrue dire ce qu'elle en a pensé, et puis on discutera sur les différents sujets qu'aborde ce roman. Je pensais de plutôt commencer par une question classique, au lieu de dire ce que j'ai en pensé, parce qu'on peut en parler beaucoup. Mais la question classique, c'est comment est né ce roman, quelle est l'histoire derrière, ou quelle était l'idée de départ ? Peut-être avant de répondre, il faut juste un peu expliquer aux gens un peu le pitch, comme on dit, quand on parle en bon français. Un peu, si tu peux juste, Martial, nous expliquer un peu la trame de ton ouvrage avant de répondre à la question d'Eva. Très bien, oui, c'est une fiction, c'est un peu les déboires d'un prof de français histoire de l'art. Et l'idée m'est venue parce que ce qui m'intéresse, c'est les gens qui vont pas très bien. C'est quand on est poussé dans ces retranchements ou qu'on va pas bien, qu'il peut ou pas se passer quelque chose, des changements. Donc voilà, c'est une fiction, mais le personnage de base traverse une grave crise dans son existence. C'est ce qui permet d'aborder de nombreux sujets et de le pousser dans ses derniers tranchements. Il traverse des crises à plusieurs niveaux dans l'ouvrage, puisqu'il a des déboires conjugaux, des déboires professionnels, et puis il a des déboires finalement existentiels, parce que le monde où il se trouve ne lui convient pas du tout. Et il a un regard très, très cynique, très sarcastique, voire des fois un peu mauvais même. C'est peut-être le reflet de ses frustrations sur tout ce qui l'entoure. Et ça nous fait presque des moments, on est presque dans l'étude sociologique, je ne sais pas si c'était voulu. Alors ça, c'est pas... Oui, je pense, oui. C'est vrai qu'il y a un cumul, je fais pas les choses à moitié. Donc si je décide d'écrire sur un gars qui va pas très bien, il va pas bien du tout. Ce qui permet d'aller traiter différents sujets et de faire, fatalement un peu de sociologie, moi je pense. Oui.
Pour rappel, donc c'est un monsieur qui est, tu l'as dit, prof de français, il a 40 ans. Et aussi, ce qui est important de mentionner, je pense, c'est qu'il est professeur en pleine pandémie. Donc, c'est-à-dire qu'on est encore sous les yeux du masque. Donc, les élèves qu'il a en classe sont tous masqués. Quand il se retrouve en salle de professeur, pareil, on est toujours en train de lui parler des mesures sanitaires, etc. Ce qui le pèse énormément. Ouais, il en peut plus. De par son job, il doit cautionner la doxa et tout le système, et lui, il en peut plus, surtout qu'il est avec des mineurs. Alors, il n'a pas d'enfant lui-même, mais le fait de devoir cautionner tout ça, toutes ces valeurs qui pour lui n'en sont pas, la torture aussi avec les gosses, les stresser, leur foutre des masques, pour lui, ça va très loin. C'est vraiment de la violence psychologique et même physique. Donc, il pète un plomb. Si en plus dans sa vie privée, ça va pas très fort. Après voilà, là c'est un peu sombre ce qu'on dit, mais j'essaie de mettre quand même toujours beaucoup d'humour et de vie quand même dans ce que j'écris, même si là on aborde dans ce livre les sujets de la pandémie et tout ce qu'on demande aux profs, en général toutes les valeurs, les pseudo-valeurs qu'on demande aux enseignants de défendre. C'est du formatage, hein, voilà. Il dénonce le formatage plutôt que l'apprentissage. Donc c'est une façon aussi de dénoncer beaucoup de choses sous le couvert d'un roman ou d'une fiction. Oui, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Mais pourquoi tu as choisi un professeur de français ? Français, histoire de l'art, j'aime bien placer j'aime bien qu'on parle aussi de peinture, j'aime bien la peinture. Alors, je pratique pas, mais j'aime la peinture impressionniste ou les fauves. Alors, pouvoir avoir un prof de français, puis aussi, lui, il est passionné par le beau. C'est comme un tendre, pas un fragile, mais un sensible. Voilà, c'est pas parce qu'on est sensible qu'on est fragile, mais voilà, donc lui, il est dans ce qu'il aime, il est noyé, habité par le beau, par l'histoire de l'art, par la langue aussi. Alors il pète un câble parce que il voit bien que le français et la langue disparaît. Les élèves parlent de moins en moins bien le français, tout ça est voulu. Donc la peinture aussi, plus personne. Enfin, il y a de moins en moins de gens qui peignent à l'huile. L'art moderne, voilà, il y a beaucoup de choses aussi à dire sur ce que devient la peinture impressionniste, ce qu'il en reste. Donc tout son petit monde à lui est en train de disparaître. Et ça a apporté aussi peut-être de contradictions dans le personnage, parce que c'est quelqu'un qui essaye de communiquer les valeurs de littérature, de l'art. Il est extrêmement passionné, il est très instruit, éduqué, tout ça. Et en même temps, c'est un personnage avec une certaine obsession sexuelle, des pensées très crues sur la sexualité. Et je trouvais que ça rendait le personnage de Boris, l'héros, plus vivant. Ça lui donnait une dimension intéressante de cette contradiction en lui. Alors, je suis intéressé de voir ce qui peut se passer pour des presque cinquantenaires qui sont entourés toute la journée de jeunes étudiantes entre 16 et 19 ans. Il faut répéter la phrase, parce que je suis intéressé de savoir ce qui se passe. Il faut quand même développer un peu, sinon c'est la sociologie. Oui, alors, je ne veux pas qu'on se méprenne. Mais c'est intéressant de savoir ce qu'un homme qui n'est pas épanoui, qui n'a pas fait les 400 coups dans sa jeunesse, et qui est surtout pas épanoui dans son mariage, qui est frustré, oui, disons-le, et qui toute la journée est entouré de jeunes élèves. Alors lui, il est équilibré quand même à ce niveau-là. C'est pas les jeunes filles mineures ou très jeunes qui l'intéressent. Là, j'ai pas voulu faire un personnage du tout sale à ce niveau-là. En plus, moi, je suis dans l'autodéfense, donc mon job, c'est l'autodéfense, donc je n'allais pas cautionner ou m'étendre sur un prof qui serait déviant à ce niveau-là, vu que je traite des vrais problèmes dans ce domaine-là dans ma vie professionnelle. Mais c'est quand même intéressant de voir la frustration que ça peut être. Un mec qui bosse sur des chantiers qu'avec des gars, s'il est frustré dans sa vie de couple, au moins la journée, il n'est pas entouré de jeunes femmes désirables. Voilà. Que lui, en plus de sa frustration, il est toute la journée entouré de jeunes femmes, et ça en rajoute peut-être, même s'il ne s'intéresse pas lui-même, contrairement à certains collègues, aux toutes jeunes filles. Oui, il arrive à garder un sain équilibre entre sa vie privée et son amour platonique pour son élève. C'est une autre contradiction que j'aimais bien, qui le rendait encore plus vivant, mais aussi un peu frustrant, le personnage, parce qu'il passait d'une extrême à l'autre.
Et j'avais mal à croire que c'est vraiment ça qui est possible seulement, c'est-à-dire une relation très superficielle avec son épouse. On peut dire qu'il a épousé une jolie paire de fesses. Une esthéticienne. On n'a rien contre les esthéticiennes. Et puis cet amour platonique où il aperçoit son étudiant vraiment comme un ange. Et puis cette frustration est partie à la fin quand il se montre capable d'une vraie relation dans son troisième histoire d'amour à la fin du livre. Attention Eva, tu es bientôt en train de révéler le nom du meurtrier. Fais gaffe. Faut aller doucement dans pas trop de divulgachage. Attention. Je voulais relever ces trois histoires d'amour très différentes, deux extrêmes et puis un troisième qui est un peu au juste milieu. Ah ben là, on est parti assez dans le négatif ou le noir. On parlait de frustration, de choses qui ne vont pas, de valeurs qui n'en sont pas pour lui. Mais évidemment, il y a de la lumière dans ce livre. Alors, la lumière vient de cet élève et peut-être d'une autre relation, on ne sait pas, plus loin dans l'histoire. Mais ce Boris, donc le personnage principal, ce prof, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a inspiré? Parce que des fois, on le trouve complètement surréaliste, on a l'impression que ça ne peut pas exister. Puis en même temps, oui, justement, on se dit, c'est tellement crédible et tout. Est-ce que c'est un mélange de plusieurs personnages ou est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui ressemblait à ça? C'est quoi l'idée? C'est parti de quoi, ce personnage? Ou c'est un peu de vécu. Ou peut-être qu'il y a un peu de toi chez Boris aussi? Non. Non, je pense pas. Non, il y a toujours, quand j'écris, je sais pas, chacun... Non, je pars de choses vraies que j'ai vues, que j'ai observées. Pas tellement que j'ai vécu sur ce bouquin-là. Et après, les personnages se lèvent. Ils écrivent leur histoire. Après, c'est celui qui a écrit, quel que soit son niveau, qui finit par suivre les personnages, qui choisissent aussi beaucoup de choses. Alors, il y a une part d'observer, un mix que j'ai observé chez plusieurs personnes. J'ai connu des profs de gym aussi. Et puis, il y a une part inventée, tout en voulant donner quand même un personnage haut en couleur, mais quand même, je voulais toujours crédible. J'espère qu'il reste crédible. Oui, il le reste, je pense. Mais j'ai une autre question sur le titre. Donc, le livre s'appelle Remédier, donc le verbe remédier, avec un point à la fin. Et pourquoi? Remédier à qui? À quoi? Ça parle de quoi, cette idée de ce titre? Lui, il aimerait remédier. Voilà, il voit tout ce qui ne va pas. Il est en première ligne pour voir où va le monde, le niveau scolaire aussi qui baisse, les rapports humains, toute la pandémie, où lui, il ne cautionne pas du tout le fait de masquer des jeunes. Vous avez en Belgique, en Suisse, on a eu ça. On a eu des jeunes qui faisaient même du foot qui se courent après, qui jouent dans la cour et qui doivent être masqués. C'est à devenir cinglé. Ah, donc là, il y a un peu de Boris en toi, quand même. Sur ce bien sûr, c'est du mauvais traitement. Non, je ne vais pas charger que les profs. On peut charger plein de corps de métier, plein de personnes avec ce qu'on vient de vivre ces 3 dernières années. Mais bordel, comment on peut être prof et cautionner que des gamins doivent jouer masqués Là, ça me rend cinglé. Donc, on peut dire qu'à travers Boris, tu dénonces plein de choses et que peut-être un des éléments qui te dérange le plus, je veux dire qui dérange le plus Boris, c'est le wokisme. C'est juste, je sens bien, ou c'est telle chose qui t'a le plus... Si on parle de mauvais traitement avec les masques, quand on permet maintenant dans certains pays ou certains États des États-Unis à des mineurs de faire des mastectomies, des hystérectomies et autres, on est dans un asile psychiatrique à ciel ouvert. Hein. Ouais. Alors on peut pas boire d'alcool avant 21 ans, je crois, dans la majorité des États, mais on peut se faire couper les seins ou se faire construire un phallus. En étant mineur, mais c'est extraordinaire. Ouais. Et cette merde, tout ça vient, et ce Boris le sent bien, et il y a plein d'autres choses aussi. Parce que Boris a un collègue américain qui s'appelle Warren, avec qui il échange, et on sent aussi qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus rapide qu'en Europe au niveau de... il sait qu'on a 10 ans de retard, et que ce qui se passe aux States, avec là-bas, en tout cas dans certains États, pas tous les États, les États-Unis, c'est pas... C'est plusieurs États, c'est très différent dans l'État de New York ou dans l'État du Texas. Où il y a, voilà. Après, mais il sent le vent arriver. Ouais. Le Warren, il m'inspire un personnage réel.
Peut-être que c'est ça qui t'a inspiré, c'est Jordan Peterson un peu. Ah, voilà, ouais. Non, T'es grillé. non c'est bien. Oui, je suis content qu'on me le dise. Ouais, je pensais que C'était ça. Mais en fait, ce qu'on remarque avec Boris, moi, je le lis, je vois, je me dis, mais quel loser, en fait. Et en fait, il y en a beaucoup qui doivent vivre ce qu'il vit, parce que c'est un peu des garçons gentils, on va dire, qui comprend pas trop bien les femmes, et puis qui se case avec la première venue, qui lui a dit oui, en gros, et puis qui est absolument aux antipodes de la bien-pensance. C'est pas du tout un bien-pensant, Boris, mais qui n'ose pas trop exprimer son point de vue. Il est vraiment coincé, parce que il est un peu, je pense, un peu comme tout le monde. Il a le crédit, il a la femme, il a la pression sociale, et en fait, il sait pas sur quel pied danser. Sa femme, il la maîtrise plus, il maîtrise plus la situation dans laquelle il est, et il sait pas par quelle porte sortir. Et de temps en temps, je suis épris de pitié pour Boris. De temps en temps, je me dis, mais en fait, c'est de sa faute. Mais voilà, toi, qu'est-ce qui t'amène à écrire ce personnage? Est-ce que tu en rencontres beaucoup des gens comme ça? Et qu'est-ce que tu penses de mon analyse sur ce fameux Boris? En espérant que Boris, c'est pas toi. Ah non, du tout. Non, mais moi je m'intéresse pas. Quelle utilité d'écrire sur soi? Ça m'intéresse pas. Donc je voulais un gars qui a un mix de ce que j'ai pu observer et puis des choses que j'ai inventées, que je lui ai collées à la peau. Voilà. Écrire sur soi ou bien il faut quand même beaucoup romantiser. On peut s'inspirer de ce qu'on a vécu, mais non, je suis pas Boris. Puis on s'en fout. Alors, j'ai une autre question, parce que je ne sais pas si tu es père. Pas à ma connaissance. Ok, d'accord. Parce qu'il y a tout un passage où je pense que c'est Boris qui discute avec Warren, donc son ami qui est situé aux États-Unis, où il lui fait toute une logorée sur tout ce que l'homme doit subir avant la naissance de l'enfant, mais que derrière, il n'a aucun choix pour l'allaitement ou pas, par exemple. C'est-à-dire qu'une fois que le bébé est là, c'est la femme qui décide et rien. Donc dans ce livre aussi, ce qui est intéressant, c'est on parle beaucoup de relations hommes-femmes. Ça peut paraître très trivial, mais c'est vrai que c'est une composante de nos sociétés sur lesquelles j'ai l'impression qu'on fait table rase, alors que c'est primordial, puisque la société commence avec le couple. Enfin, c'est un couple qui va donner la naissance à un enfant. Mais voilà, j'ai trouvé cette logorée très juste. Et je me disais, est-ce qu'il est père pour avoir un si juste point de vue? Donc c'est pour ça que je te pose la question. Non, mais là, c'est du vécu. J'ai failli me faire assassiner par un groupe de femmes quand je m'étais permis, il y a quelques années, d'aborder le sujet de l'allaitement. C'est une façon de parler, j'ai failli me faire assassiner. Non, mais alors, je vous le dis, faites l'essai. C'est une façon de parler, j'ai failli me faire assassiner. Entouré de... Il a vraiment failli se faire assassiner. En disant des sujets, en tenant quel genre de propos? Aborder l'allaitement, la durée de l'allaitement, ou ce que dit Mère Nature au sujet de l'allaitement. Parler de ce sujet avec des femmes, on va pas faire de généralité, mais c'est très, très scabreux comme sujet. Si vous avez un avis... je dirais plus proche de ce que Mère Nature préconise. Mais pour nos auditeurs, explique juste rapidement le propos. Mais alors là, je vais me mettre beaucoup de femmes à dos, directement. Non, le mammifère humain, le nouveau-né, devrait normalement être allaité 2 à 3 ans, quand on peut, évidemment, quand on peut. Voilà, mais on n'en parle jamais. Et là, de nouveau, peut-être les pharma, peut-être ça rapporte beaucoup plus de fric. Puis ça permet aussi de remettre les femmes plus rapidement sur le marché du travail, pour leur épanouissement, entre guillemets. Et l'allaitement, mais j'ai même des amis ou des gens qui ne savent pas quelle serait la durée naturelle de l'allaitement pour un nourrisson. On dit jusqu'à 3 ans. Si on peut, voilà. On dit jusqu'à 3 ans. Voilà. Va le dire à une suivante où tu trouves avec qui t'es entouré. Le problème, et c'est tout le problème de Boris, c'est qu'on vit dans un Occident qui est décadent. Même pas qu'il est dégénérant et décadent, c'est les deux à la fois. Et que finalement, quand tu es mal pensant, comment veux-tu, c'est-à-dire dans l'Occident actuel, qu'une femme allaite 3 ans? C'est juste pas possible, puisque derrière il y a un crédit à payer, derrière il y a... Tu vois, donc il faut évidemment, tout est fait pour que ça n'arrive pas. Est-ce que c'est vraiment, juste pour conclure là-dessus, mais c'est vraiment limité à l'Occident? Est-ce que dans d'autres parties du monde, on fait vraiment des allaitements prolongés jusqu'à 2-3 ans? C'est particulièrement en Occident qu'on a dit aux femmes qu'elles allaient être hyper heureuses et hyper épanouies en allant travailler. On prétend qu'on les a mises sur le marché du travail pour leur épanouissement. On a une femme autour du plateau, donc qu'est-ce qu'elle en pense? Boris, sans doute. Oui, ce que je voulais juste ajouter, là déjà, on a une vision par rapport à l'Occident et l'Europe de l'Est, où l'allaitement est beaucoup plus naturel, ça dure plus longtemps, mais les femmes, ils peuvent rester, après la naissance des enfants, pendant 3 ans à la maison. Donc, évidemment, ça aide. Ça aide et c'est une
question beaucoup moins taboue qu'à Là-bas, l'Occident, d'accord. que j'ai vécu ici, l'allaitement, la question d'allaitement. Et c'est pas une question seulement de devoir retourner travailler, mais on est très seul à l'Occident quand on accouche. Avant, il y avait la famille autour qui faisait que la maman n'était pas épuisée. L'épuisement fait une sorte que l'allaitement devient très difficile. C'est vrai, là, on n'est pas en train de charger ou d'accuser les femmes de ne pas allaiter assez longtemps, et si elles le peuvent, hein, on ne peut pas tout le temps. Mais la question, c'est de savoir ce que préconise, ce que dit Mère Nature. On devrait quand même pouvoir le dire. Ah oui, À la tout base, fait. Je suis c'est d'accord, 2 à 3 oui, ans. Je suis d'accord, c'est une question très importante. Et c'est vrai que c'est une question assez taboue. C'est ça que je voulais dire, que de l'Est à l'Ouest, c'est une question très différente. Même si tu prends le continent africain, ça dépend à quel stade de la modernisation de la société on est. C'est-à-dire qu'avant, ce qui était, par exemple, dans les pays du Maghreb, on va dire, c'était tout à fait classique de rester avec l'enfant, puisque de toute façon, un salaire pouvait suffire. Maintenant, c'est de moins en moins vrai. Donc, il y a tous ces problèmes socio-économiques, en fait, qui sont liés Voilà, à ça. exactement. Mais d'ailleurs, c'est pas caricatural dans ce que dit Boris ou Arène, je sais plus, parce qu'il y a aussi une analyse économique de la situation. Il explique très bien. D'ailleurs, il y a aussi tout un passage où donc sa femme est amie avec une certaine, comment ça s'appelle, Barba Blabla, c'est comme ça que tu l'appelles dans le livre. Barblabla, oui. Ouais, Barba Blabla, qui est l'archétype de la bien-pensance gauchiste avec Woke, oui, qui tout. cache. C'est un peu cliché. C'est une citoyenne du monde, s'il vous plaît. C'est un peu cliché. J'ai l'impression que ce genre de personne n'existe pas vraiment. Est-ce que tu t'en as croisé des Ah gauchos? oui. Alors ça doit être propre à la Suisse parce J'ai que pas l'impression d'avoir trop chargé Barblabla. C'est Mais bon, Barbara, tout le monde en non, prend. Il n'y a pas que Barblabla. Barbara, que Boris surnomme Barblabla parce qu'il n'en peut plus. ouais, c'est vraiment de la logorée bien pensante de gauche où justement c'est là où pour moi Boris il est un peu schizophrène, c'est qu'il y va tout le temps, c'est dit. Faut plus Il y n'est aller. pas obligé, il obéit. Ouais, il est aussi pathétique. C'est la copine de sa femme. Elle a aussi fait un peu le vide autour de lui, son épouse. Donc, le seul endroit où ils sont invités, c'est chez Maurice et Barblabla, et il n'en peut plus, quoi. Mais c'est ce qui me fait marrer aussi, c'est l'aspect comique de ce bouquin, c'est que il est cerné, Boris. Il n'en peut plus, quoi. Et puis, on peut parler peut-être un peu de l'intrigue, où je suis restée avec une question non résolue dans ma tête. Je n'étais pas sûre que je n'étais pas sûre en fait que le coupable dans l'histoire était le bon qui a été finalement à la fin puni. Et je me posais la question, est-ce que c'était voulu de laisser une telle interrogation comme ça sur la véritable identité de coupable, ou c'était pas voulu? C'était juste mon interprétation des possibles. Merci, Eva. On va essayer de pas trop gâcher. On va essayer de Bon, il y a une espèce vraiment, on va d'ambiguïté. essayer de pas donner quand même la fin du livre trop vite. Non, mais c'est pour ça que je parle de coupable, de l'intrigue. Oui, un sans- coupable. Sans parler. Oui, parce que c'est C'est vrai un peu un jeu qu'il faut de piste. préciser qu'au-delà de cette espèce d'étude sociologique et de ce quotidien et de ce monde-là, il y a une intrigue derrière Il y a un avec. fil rouge. Il y a un fil rouge. Il y a un fil rouge avec Oui, une, c'est ce qu'il avec faut, une bien chute. sûr, bien sûr. Autrement, j'aurais écrit un particulière, essai sociologique, mais je ne suis pas sociologue, donc j'écris des romans. Mais oui, il y a un fil rouge, il y a une intrigue. Ah non, c'était pas la question s'il y a une intrigue, mais la personne, le coupable, est-ce que c'était... Je pense. Est-ce qu'il y a matière à C'est le mec l'interprétation? c'est le gars qui collectionnait les chandeliers, c'est lui le coupable. Il a agi Il a agi dans la bibliothèque avec un chandelier, justement. Mhm. Non, mais on va essayer de pas trop divulguer parce que Non, mais il n'y l'idée a c'est pas de de donner l'eau à la bouche divulgation. à nos auditeurs. Je pense que cette question, Eva, tu la poseras en privé. D'accord. On n'a pas beaucoup En entendu off, Ludovic. Est-ce qu'il a lu le... Ludovic Oui. C'est vrai qu'on n'a pas entendu Ludovic depuis un moment. Ben, vous allez m'entendre. Donc, donc j'ai lu. J'ai eu l'honnêteté de dire que j'ai pas eu beaucoup de temps, donc je l'ai lu en diagonale, mais avec intérêt, ce livre. Alors, je voulais dire d'abord que je trouve que sur le plan du style, c'est très réussi. On voit qu'on a affaire à quelqu'un qui maîtrise la langue française et qui est capable de s'exprimer sur plusieurs registres. C'est-à-dire qu'il y a un mélange, on sent que c'est bien écrit, que voilà, comme je me répète. Mais tu n'hésites pas à employer des expressions familières et des expressions à la mode au premier ou deuxième degré.
cadré et c'est quand même très c'est très harmonieux, c'est vraiment maîtrisé. Je le remarque parce que par exemple alors je vais faire un commentaire sexiste, mais quand je lis certains textes, surtout des romans écrits par des femmes qui ont du succès, des romans à la mode écrits par des femmes, elles mettent des expressions familières, mais on a l'impression que c'est vraiment pour faire moderne. Et on voit le côté forcé, le côté affecté, puis le manque de travail d'écriture. Et c'est pas du tout le cas avec ton texte qui est vraiment très non, harmonieux. Je l'ai déjà dit. Je vais dire homogène, mais c'est pas très joli homogène. Mais voilà, c'est voilà. Fluide. C'est pas seulement une question de... Oui, la fluidité, ça serait plutôt dans la narration, à mon avis. Donc, je maintiens harmonieux. Oui, après, c'est quand tu parles de justement ces discussions et ces écrits, c'est vrai que tu traînes avec des jeunes pas mal. C'est vrai que les expressions qui sont typiquement des jeunes c'est pas caricatural en fait. Moi, je les entends parler. Quand, tu vois, il y a des discussions entre élèves, etc. C'est typiquement le genre de discussion que tu pourrais entendre. Et ça, c'est étonnant, puisque tu n'es pas prof. Je sais que est-ce que tu donnes cours aussi à des jeunes qui te permettent Oui, je suis prof d'autodéfense. Alors, je suis pas dans Tu fais des jeunes aussi ? Oui, bien sûr. D'accord. Il y a beaucoup de problèmes à l'école, alors j'ai énormément de jeunes. Mais bon, c'est pas dans mes cours qui se lâchent le plus. J'ai pas mal de cours individuels, donc là, je les entends moins parler entre eux. Mais bon, le vocabulaire des jeunes, tous les 5 ans, change. Un jeune de 10 ans, il n'a pas le même vocabulaire, les mêmes mots que celui de 15 ou 20. Quoi. Alors, et ça va de plus en plus un jeune d'aujourd'hui à Lausanne ou à Bruxelles qui a 20 ans, les jeunes de 15 ans, il est déjà ringard pour ceux de 15 ans qui arrivent derrière. Ça va très très vite. Donc d'ici déjà 2, 3, 4, 5 ans, d'en remédier, des jeunes, un jeune qui lirait ce bouquin-là, il se reconnaîtrait plus vraiment dans le vocabulaire qui est utilisé. C'est ce qui désole aussi Boris, c'est la disparition de la langue française. C'est d'une pauvreté abyssale. Mais il faut voir ce qu'on sert aux jeunes à l'école. Le niveau de l'enseignement est volontairement bas. La télé, enfin, je ne fais pas un dessin, quoi. Comment survivre là-dedans? Comment défendre une belle langue française? Comment défendre le goût de la peinture pour un prof dans un monde aussi matérialiste, pathétique, bouffé par la télé-réalité, le fric, le rap, voilà. Mais je vais te contredire un peu parce que j'ai l'impression que justement les jeunes ne regardent plus la télé. En fait, c'est plutôt du YouTubeage, tu vois, la télé c'est devenu ringard. En fait, la télé pour moi c'est un truc de boomer. C'est vrai, je pense que le niveau de YouTube est beaucoup plus élevé. Non, mais c'est vrai, ouais. Alors, c'est peut-être pas la télé, mais partout, quoi. TikTok est pas plus élevé que. Alors on trouve toujours des choses bien. Il faut savoir qui on cherche, ce qu'on cherche, quoi. Mais quand on se laisse aller... Oui, c'est par exemple, on reste sur la page Artemus Belgique sur YouTube, on trouve des choses très intéressantes. Avec un bon français et tout ce qui va avec. Tu voulais dire quelque chose, Ludovic ? Ben, j'avais pas fini. Donc, oui. Oui, effectivement, c'est important. C'est un professeur de français et d'art, histoire de l'art. D'histoire de l'art, pardon. Et effectivement, c'est important puisqu'on a l'impression que la peinture c'est un refuge dans un monde qui devient de plus en plus laid. Et c'est vraiment la peinture est vraiment un îlot. Il est isolé. Le monde s'en les dit par la langue, par la mode, par toutes les agressions sociales qu'on appelle sociétales aujourd'hui, qu'on subit, avec effectivement le woke, le transgenre, etc. Un commentaire subjectif, c'est que quand je lis ça, moi, en même temps, j'ai l'impression que ça me renvoie justement ce que je vois déjà dans la vie. Et contre quoi j'essaie de lutter un peu on essaie de lutter avec nos moyens, quels qu'ils soient. Et ce que je me demandais, c'est quel est l'intérêt à la fois pour l'auteur et à ton avis pour le lecteur de lui montrer cette laideur dans laquelle il est déjà immergé en fait. Montrer que quelqu'un qui d'assez lambda finalement, c'est pas le plus solide, ce gaillard-là, qu'on peut réagir, qu'on peut remédier, chacun à notre niveau. Si chacun voulait remédier à ce qui le touche le plus dans toute cette laideur ou ce niveau assez médiocre qui nous entoure dans plein de domaines, on pourrait déjà changer pas mal de trucs. Et lui, il va essayer de se remettre à niveau, mais c'est pas facile. Puis il est marié. Alors j'ai rien contre les esthéticiennes et j'ai rien contre les femmes qui n'allaitent pas pendant 3 ans, qu'on s'entende bien. Mais de nouveau dans la caricature, de foutre un prof de français histoire de l'art qui veut défendre ça avec une esthéticienne. J'ai rien contre les esthéticiennes, mais sa femme passe son temps, elle trouve ça très bien à épiler des cifs, des sillons interféciés. Et alors de nouveau, c'est la caricature. Il y a peut-être des esthéticiennes qui vont régulièrement dans les grandes expositions de fauves ou d'impressionnistes. Voilà.
Mais voilà, il n'en peut plus, quoi. Donc, Mais, ma question, c'est quoi la solution? Donc, toi, tu dis remédier à sa petite personne, mais est-ce que tu n'as pas l'impression que finalement, l'Occident, il court à sa perte, en fait? Et donc, de toute façon, il faut qu'on touche le fond. ouais, si on baisse les bras, mais il faut. Non, mais je dis pas qu'on doit baisser les bras, je dis juste qu'il faut laisser le navire couler. Une fois qu'il est enfin, ou alors plutôt dans l'image je me laisse couler jusqu'à que je touche le sol pour mieux rebondir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, par exemple, on se plaint beaucoup de l'idéologie wokisme, etc. Mais moi, je trouve ça très bien, en fait, dans le sens où allons au bout de cette pensée décadente. Il faut qu'on y arrive au bout, parce qu'à un moment donné, un peu à l'instar du cadavre ou de l'animal mort que tu retrouves sous la route, je ne sais pas si vous savez ce qui se passe, il y a des vers qui commencent à le bouffer. Une fois que ces vers ont fini de bouffer, ils se bouffent entre eux, il ne reste plus rien. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer avec le wokisme. Parce que finalement, chacun essaie de tirer la couverture vers soi. Les lesbiennes, les trans, les machins. Et en fait, ils s'entendent pas du tout. Il n'y a pas de communauté LGBT à proprement dire. Ça, c'est vrai, oui. Et que finalement, laissez-les faire, en fait. Et même les parents, c'est-à-dire, c'est très gênant pour les enfants qui doivent subir ça avec des parents qui, normalement, sont là pour les protéger et qui le font pas. Mais après tout, remédier, c'est remédier à d'abord sa propre situation. Et le reste, qui vivra verra. Bon, si on laisse couler avec le wokisme ou le transgenre, c'est stérile. Hein, donc, on va dépeupler. C'est peut-être le but recherché aussi, justement. Donc, on ne peut pas trop laisser couler. Les jeunes qui prennent des stoppeurs de puberté, au bout de quelques temps, c'est irréversible, contrairement à ce qu'on leur dit. Donc, on est en train de préparer plein de jeunes à être stériles, même s'ils veulent revenir dans leur genre quelques années après. L'adolescence, c'est une période critique où tout est un peu exacerbé. Alors, il y a des jeunes qui croient que la solution à leur problème, c'est de transitionner. Mais quand on prend des bloqueurs de puberté, comme c'est déjà permis dans certains pays, ou surtout aux États-Unis ou en Europe du Nord, après, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc, on va un peu dans le mur à ce niveau-là. Oui, il y a beaucoup de dégâts en même temps. Oui, j'entends ce que dit Amine, c'est-à-dire que c'est un processus probablement naturel, cette décadence, qu'on est arrivé à ça. Mais en même temps, c'est très désolant de voir tous ces dégâts autour de nous. Parce qu'à l'époque, quand on était en crise adolescente, on pouvait faire des tatous. Il y a la pilule qui arrivait pour faire chier les parents. On pouvait après se mettre des piercings ou être gothique. Tout était réversible. Si maintenant un jeune prend des perturbateurs endocriniens ou là, il y a des très très gros dégâts. Un tatouage, il reste, mais c'est pas mortel. Et puis un piercing, ça se rebouche. C'est pas grave non plus. Ouais, mais c'est cyclique dans le sens où j'ai une vision cyclique des choses, c'est-à-dire que le cycle veut qu'on y soit et que finalement c'est un cycle naturel. Tu parlais de mère nature, c'est un cycle naturel qui fait qu'on est en décadence totale et que même si à l'époque, c'est vrai, moi à mon époque c'était ce qu'ils appelaient les émos, qui ont des problèmes dans leur cœur et dans leur tête, mais c'est vrai que ça n'allait pas jusqu'à se prendre des bloqueurs de puberté, ablation des parties génitales, etc. Et en plus, il y a je vais le pointer, mais il y a une espèce de contradiction dans ton analyse, puisque finalement, tu n'as pas d'enfant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de perpétuation de l'Occident, puisque dans cette suite de choses qui s'est passées entre la pilule, mai 68, et d'ailleurs, il y avait des raisons derrière tout ça, je veux dire. Enfin, je peux le comprendre, tu vois, c'est une suite de choses qui nous amènent à où on en est aujourd'hui, et que finalement, remédier... Enfin, pour moi, c'est comment dire ça? C'est une solution qui doit venir individuelle et elle ne sera jamais collective, je pense. Je pense que pour moi, c'est plié pour l'Occident, vraiment. Mais alors, peut-être c'est mon côté pessimiste, je ne sais pas ce que tu en penses. Et d'ailleurs, je vois Boris qui le sait aussi profondément que c'est plié. Et c'est ça qui le plonge dans une espèce de je sais pas dire de déprime, parce qu'il n'est pas déprimé, on n'est pas jusque-là, mais dans une situation où il ne sait pas quoi faire, en fait. Je ne pense pas que ce soit plié. Nous sommes tous armés pour réagir. Et c'est plié pour peut-être pour un temps, c'est laid pour un temps, c'est peut-être une ou deux générations qui vont vivre des temps beaucoup plus laids que certaines autres époques, mais c'est pas plié. On n'est pas là pour se résigner, donc on va remédier. En faisant ou pas des enfants, c'est vrai, toi tu as un enfant, c'est vrai, quand on parle de ces choses-là, ouais, on devrait aussi remédier à ce niveau-là, mais la lutte, c'est pas que faire des enfants, c'est refuser cette culture de la mort et ce satanisme qui rôde. Parce que derrière tout ça... Non, le mot est dit. Voilà. Comment, Ludovic? Le mot est dit.
Quand tu parles de satanisme, tu parles de l'inversion des valeurs. Voilà, ouais. Ok. Derrière, après, chacun met les mots qu'il veut. Moi, je suis catholique, je suis croyant. Je vois Satan à l'œuvre, là, derrière. Ben, je vais pas approuver ou quoi que ce soit, mais on peut appeler ça le satanisme. Il faut le mal. Il faut avoir. Oui, chacun met. Et on n'est pas obligé. Enfin, je veux dire. Non, bien sûr. Ouais. Effectivement, on assiste quand même à une attaque contre l'humanité qui est sans précédent, contre tout le sens des mots, le sexe qu'on appelle le genre, etc. La famille, l'identité, ça commence avec les pays, avec l'identité, le clan, l'identité nationale et les frontières, et puis la famille, puis après l'identité. Là, on a fait exploser la cellule familiale aussi, après avoir fait exploser les pays. Puis maintenant, on attaque nos gosses sur leur identité propre, quoi. Et là, on les fragilise énormément. Ça fait énormément de mal, et ce Boris, il est aux premières loges vu qu'il est prof, donc il a envie de réagir. Donc là, on sait quand même qu'il y a quand même un peu du Boris en martial. Comme, Ça se sent. C'est Boris qui a envie de dénoncer plein de choses. Et il y a aussi une chose que tu nommes pas, mais que je croyais comprendre. Boris, il a des problèmes dans ses seins qui poussent. Oui, encore un autre problème de notre société moderne. Et bon, voilà, j'ai fait référence à des choses que j'ai lues sur les problèmes des hormones qu'on mange et que les hommes ils deviennent plus féminines et qu'il y a ce genre de problème de seins qui poussent chez les hommes. Est-ce que c'était ça que tu voulais dénoncer aussi? Dénoncer, enfin on sait, c'est lié le taux de testostérone de chaque génération plonge, on le sait. Donc lui aussi, il est affublé de ce complexe-là. Il a le pectoral un peu flasque et il est mal dans sa peau. Donc ça l'aide pas non plus à avoir confiance pour aller chercher l'amour. C'est vrai que c'est une problématique. Pour appuyer ce que dit Eva et ce qu'il dit dans le bouquin, c'est vrai qu'il y a à travers les eaux du robinet qu'on consomme, l'œstrogène passe. C'est-à-dire que l'œstrogène de la pilule que les femmes prennent passe dans cette eau. Donc, messieurs jeunes, faites attention à ce que vous consommez parce que effectivement, ça peut jouer sur vos cycles de testostérone et d'œstrogène. Oui, bon, alors après, les mecs vont se plaindre qu'il y a des œstrogènes dans l'eau, mais il y a plein de gars aussi qui sont contents que les femmes prennent la pilule. Ça permet aussi de déresponsabiliser les hommes ou bien de... voilà, donc on va pas... C'est très complexe. Mais oui, avant, c'était plutôt les personnes obèses qui pouvaient avoir... le mot m'échappe, il y a un mot, je ne sais pas s'il vous revient, qui qualifie ça, quand les hommes ont des boules sous les tétons. Le mot m'échappe en ce moment. Et avant, c'était plutôt les hommes en surpoids. Et maintenant, on voit des gars pas du tout en surpoids. Si vous observez ça autour de vous, maintenant qu'on en parle, vous allez le remarquer un peu partout. Oui, tout à fait. Voilà, le mot m'échappe. Boris le cite dans le livre. Mais je trouvais, pourquoi je relève ce point, parce que contre le wokisme, on peut plus facilement se battre, parce que c'est quelque chose que tu peux dénoncer, mettre un mot là-dessus. Mais là, c'est une souffrance quelque part invisible. Qu'on ne remarque même pas, je veux dire, oui, on s'est habitué au fait que les hommes sont de plus en plus fines. Excuse-moi, juste, c'est ce qu'on appelle la gynécomastie. Voilà, gynécomastie. Voilà. Jamais entendu avant, ce mot. c'était beaucoup plus rare et plutôt chez les obèses. Et maintenant, voilà. Et ça, alors, pour un homme adulte comme Boris, évidemment, c'est un grand complexe. Surtout que sa femme est esthéticienne. Et une fois par année, elle a toute une... il y a les championnats suisses de bodybuilding, des fois les championnats d'Europe, et sa femme épile pendant toute une semaine plein de compétiteurs qui vont défiler sur scène en string. Et le couple aussi, là, se provoque un peu. Lui, il est toute la journée avec des jeunes filles très bien physiquement, vu qu'elles ont entre 16 et 19 ans. Et puis elle, pour se venger, elle rappelle à son mari qui est pas bien dans sa peau que, en tout cas, une semaine par année, elle épile une flopée de bodybuilders de tous les poids qui ont le pectoral bien ferme. Voilà. Donc, voilà, rien ne lui est épargné à ce pauvre Boris, finalement. C'est vrai. C'est pas facile d'être Boris, hein, vraiment. Je veux dire, moi je vacille entre la pitié et le c'est bien fait pour sa gueule, en fait. Oui, mais c'est ce que je voulais. Je voulais pas je voulais que ce soit un peu... que ce soit pas noir ou blanc, quoi. Ouais. Il y a des côtés chez lui qui nous énervent, et puis il y a des côtés pathétiques, puis il y a des côtés où il se transcende un peu, où il résiste. C'est ce qui rend le livre, d'ailleurs,
plus faciles, les plus agréables à lire. Je dis, c'est parce que derrière, on sent un auteur quand même qui est en colère. Et puis qu'il y a de l'humour. Donc déjà, ça aide à faire passer la pilule quand même du constat. Je pense, ouais, il faut pas. Ouais, je suis d'accord. C'est plus facile. Ça passe mieux quand on met un peu. Puis moi, j'aime l'humour. Là. La journée, je suis quand même avec mon job, c'est assez sombre parce qu'il y a quand même beaucoup de souffrance avec les enfants qui. Les parents m'amènent des gamins pour l'autodéfense, pour qu'ils arrivent à s'affirmer, s'ancrer, qu'ils réagissent à l'école. Les violences physiques, psychologiques. J'ai aussi des femmes qui ont vécu avec des maris violents, de la toxicité, des pervers narcissiques et tout ce qu'on veut. Donc si au moins quand j'ai écrit du roman, parce qu'autrement j'ai écrit sur l'autodéfense, j'ai été publié dans l'autodéfense, moi, alors c'était aussi sérieux. Mon job est sérieux comme plein d'autres jobs. Alors si au moins dans le roman, en dénonçant certaines tares de notre société moderne, je peux mettre un peu d'humour. Mais ça passe mieux aussi, ça atténue aussi un peu, ça équilibre bien l'idée. On est plus dans l'histoire aussi, parce que si c'était que ça serait un peu rude à lire en tant que roman, je pense, ouais, aussi. Ouais, alors tant mieux. Ouais. Autrement, j'aurais fait un essai aussi. C'est un des fils conducteurs, toutes ces choses que tu dénonces via Boris. Et une autre fil conducteur dont on parlait un peu, mais beaucoup moins, c'est la sexualité des hommes. Vous ne me laissez pas parler sur l'intrigue, donc je vais poser la question sur la sexualité des hommes. Vous avez remarqué que notre nouvelle intervenante, c'est le sexe ou l'intrigue, ou des fois les deux. Non, pas du tout. Boris dirait que c'est très féminin. C'est que Boris qui parle, hein, c'est pas moi. Mais je voulais raconter l'anecdote. Je commence à lire ton bouquin juste après avoir terminé le livre sur l'enquête des anges gardiens de Pierre Jovanovic. Et j'ai tout de suite après entamé ton bouquin et je ne soupçonnais pas le grand écart que je devrais faire pour... Ah, il est vrai que si on passe de l'existence des anges gardiens à la scène d'ouverture du livre de Martial, c'est vrai que c'est plus qu'un grand écart, je pense. C'est un autre monde. Et j'ai lu avec autant plus d'intérêt que j'ai deux garçons, dont le plus grand entre dans l'adolescence. Et je me pose évidemment beaucoup de questions par rapport à qu'est-ce que je dois dire, est-ce que je dois accompagner, pas laisser ça pour le père, ou comment les enfants d'aujourd'hui découvrent leur sexualité. C'est aussi une question un peu déstabilisante pour les parents dans ce monde complètement décadent où l'information est en abondance et fausse, en partie. Et donc, je trouvais que c'était... j'ai lu avec beaucoup d'intérêt et je me posais la question, est-ce qu'aujourd'hui, ça se passe encore toujours comme ça ? La découverte. Il faudrait juste préciser, parce que les gens qui nous suivent n'ont pas lu le livre, qu'en fait, il y a une scène d'ouverture assez amusante sur un groupe d'adolescents, des garçons, qui regardent un film pornographique, et il y a tout ce qui va autour avec, et que c'est un peu l'idée de présenter la sexualité adolescente sous cet angle-là, oui, dont veut parler Eva. Les hommes de ma génération, les gars qui sont entre 40 et 50 ans, on est un peu la dernière génération à avoir échappé à la déferlante Internet. Nous, il fallait qu'on rivalise d'astuces pour trouver, pour qu'un des potes de l'équipe ait un oncle ou un papa et trouve la cachette du papa ou de l'oncle où il met ses cassettes VHS porno. Puis après, il fallait trouver une famille où il y avait un lecteur. À mon époque, moi j'ai 48. Là. À mon époque, il y avait il n'y avait pas partout des lecteurs VHS. C'était le luxe. Alors c'est clair, la nouvelle génération, ceux qui ont 20 ans, qui nous écoutent aujourd'hui, c'est comme leur parler d'un téléphone avec un câble en tissu, quoi. C'est complètement fou. Alors nous, on a de la chance, les hommes là autour de cette table, on a à peu près, bon, Amine est un peu plus jeune, je crois, mais on n'a pas été inondés de porno, vu qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de smartphone. On devait se battre, trouver un pote qui trouve la cassette, après trouver l'endroit, puis on était 4-5 abrutis devant un film, et c'était beaucoup moins malsain que nos enfants qui peuvent se plonger, si les parents leur laissent leur smartphone toute la nuit, se noyer dans du porno qui en plus est encore plus violent, hein, parce que plus on avance, plus on a des choses, les gangbangs et des choses beaucoup plus violentes encore que ce qu'on pouvait nous trouver sur les cassettes de tonton et de papa à l'époque. D'ailleurs, ça me rappelle, pour les auditeurs, il y a un sketch magnifique de Fabrice Eboué, justement, qui parle de lui quand il devait justement faire des stratagèmes pour pouvoir avoir un film et pouvoir finalement jouir. Mais il y avait une vraie jouissance derrière parce qu'il y avait eu tout un travail en amont qui l'avait permis d'arriver là. Et il fait ça, je pense, en plus à Montreux qui fait ça. Tout un sketch et c'est affolant de vérité en fait.
Et c'est vrai qu'il y a maintenant, comme tu le dis, il y a ces accès non-stop et ça devient presque de la nostalgie. non, c'est vrai. C'était moins malsain, ouais, c'est dramatique maintenant. Ouais, alors c'est peut-être plutôt le rôle de dire au papa, on devrait préparer ouais, c'est vraiment un sujet très très problématique. Moi j'ai aussi un neveu, des filleuls. Quand ils ont 11, 12, 13 ans, on se demande jusqu'à quand ils vont échapper à leurs premières images avec les copains plus âgés ou d'autres qui ont plus d'accès à certains, ou qui ont déjà un smartphone. C'est absolument dramatique. La psyché pour le développement de jeunes garçons, des jeunes filles aussi, mais elles sont un peu moins exposées, de voir des images pareilles à 8, 9, 10, 11, 12 ans. Quoi. Donc c'est un vrai sujet où, de nouveau, c'est les parents qui faillent. Parce que c'est aux parents, je veux dire. Mais la pression est trop forte, les parents. À la famille, en fait. Oui, alors il y a ça, mais les parents sont pas. Si votre gamin, vous le préservez, il n'a pas de smartphone à 11, 12 ans, mais qu'il a un copain qui en a déjà un, d'un coup de récré, il peut lui montrer du porno, les trucs les plus. C'est absolument dramatique. Hein. Oui, c'est pratiquement impossible de les préserver, autant plus que moi je croyais bien faire. Donc, mais nous n'avons pas de télévision, donc les enfants n'avaient pas de téléphone, etc. Et quand même, mon plus petit, déjà à l'âge de 6 ans, il est rentré de l'école avec des connaissances et des termes. Il m'expliquait les choses et j'étais complètement abasourdie. Et j'ai compris qu'à l'école, on en parle, et même dans le cadre des cours avec les profs. Et là, on vient à un autre sujet Oui, qu'on voudrait dénoncer. C'est l'éducation, évidemment, éducation sexuelle des enfants à l'école. Mais bon, c'est un autre sujet. Les programmes de l'OMS, la Judith Reisman, si ça intéresse, il faut regarder les travaux de Judith Reisman sur le rapport Kinsey. Oui, les travaux qui ont été repris par Marion Sigaud, voilà, que nous avions reçu aussi à ce micro il y a quelques mois. Oui, excellente Marion Sigaud. Sigaud. Aussi Ariane Bilgrand qui fait le taf. Voilà. D'ailleurs, qui sera en conférence dans pas longtemps, donc ce sera l'occasion d'aller la voir et de lui poser ses questions. Oui, c'est deux femmes dans le monde un peu francophone, enfin en Europe francophone, sont les fers de lance pour dénoncer les dérives volontaires. Hein. C'est volontaire, hein, ce qu'on inflige à nos gosses et ce qu'on fait à la société, ce que fait l'OMS en reprenant les travaux de Kinsey et en voulant mettre ces sujets-là sur la table à l'école dès le plus jeune âge. C'est dramatique. On peut signaler que la Nouvelle-Zélande vient de voter une loi pour interdire les smartphones à l'école. Ça vient d'arriver. Ce qui est intéressant, c'est que la même Nouvelle-Zélande qui avait des lois très très drastiques pendant la pandémie. Ça tient. Ça peut paraître contradictoire, mais en même temps, je pense que c'est sous la pression, peut-être de professeurs comme Boris, tu vois, qui voient la catastrophe du smartphone à l'école. Et ça peut, c'est là où il y a peut-être. Il y a peut-être un Boris en Nouvelle-Zélande qui a réussi à remédier. Il y avait un peu plus de Boris en salle des maîtres, il y a peut-être un peu plus de profs qui s'offusquent de ces dérives sur l'éducation sexuelle ou de faire porter le masque à des gamins, même à l'extérieur, mais partout. Alors, s'il y en a un seul qui gueule dans son coin, ça fait rien, mais s'il y en a plusieurs qui veulent un peu remédier et qui luttent. Voilà, on peut inverser la tendance, il faut se battre, il faut sauver nos gosses, ce monde et continuer à dénoncer. Et finalement, Boris, il trouve aussi dans ça un partenaire à l'école. Oui, oui, il y a des histoires d'amour, il y a des choses jolies. Là, voilà, on a parlé de choses un peu plus désagréables et sombres, mais oui, c'est aussi dans le cadre de l'école qu'il peut trouver la lumière, avec certains élèves qui vraiment s'intéressent au beau, à la peinture et autres, ou à la langue, et puis trouver l'amour dans les traits peut-être d'une femme de son âge. Mais c'est ça qui est aussi intéressant, c'est et ça on le ressent aussi dans le livre, c'est cette mocheté en fait. Tout est moche. Là où il va, c'est moche. Enfin, là où il habite, c'est moche. Et en fait, ça lui pèse. Et je pense que ça, c'est aussi un conseil. Enfin, moi, c'est comme je le dis, c'est de temps en temps aller redécouvrir le beau. Donc à un moment, je vais pas tout dire de ce mais ils vont dans la nature. Et là, ça change tout. Même pour les élèves qui sont chiants, qui sont pas trop suiveurs. En fait, dès que tu leur amènes du beau, ça met en eux le meilleur d'eux-mêmes, en fait. Voilà, c'est là qu'un voyage d'études avec des élèves, on peut le faire en forêt ou dans le Valais ou dans un bel endroit. Parce que là aussi, des gamins à qui on dit à longueur de journée que la Terre est condamnée, qu'il fera 50 degrés dans 10 ans, on leur dit de ne pas faire des enfants.
les jeunes enfants, aussi les garçons aussi, on leur dit qu'ils sont toxiques, qu'ils portent le germe d'agresseurs en eux, qu'on a vraiment, on leur balance toujours l'humain. Alors Boris, il veut pas, et lui il défendait d'aller vers le beau. Et voilà, c'est extraordinaire, ça aussi c'est de la violence. Hein. Non mais complètement. Donc c'est vrai que oui, voilà, à partir du moment où on est confronté au beau, et c'est d'ailleurs aussi ce qu'il essaie de transmettre à travers son cours d'histoire de l'art et des peintures. C'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien de jeunes vont encore avoir des peintures, tu vois. C'est tout. Allez, je veux dire, c'est un enchaînement des choses, comme je te le disais, c'est cyclique. Et peut-être que c'est pour revenir dans le beau à un moment ou à un autre. C'est une volonté de nuire, oui. Et puis l'appauvrissement de la langue fait aussi qu'on ne peut pas lutter. Quand on n'a plus les mots pour expliquer, quand on n'a plus le vocabulaire pour expliquer ce qui ne va pas, expliquer ce qu'on ressent déjà au niveau personnel ou au niveau de la société, on n'a plus les armes pour lutter. Donc ça c'est la novlangue on n'a rien inventé, c'est la novlangue de Orwell. Voilà. Et très clairement, nos jeunes, l'école, a vraiment pour but de faire des cerveaux abrutis malléables, et ça passe aussi par l'appauvrissement de la langue, et ce qui ramène de nouveau, c'est pour ça que j'ai mis un prof de français et histoire de l'art. Non, mais ça me rappelle un petit livre qu'un de nos chroniqueurs a écrit, la toxicologie du langage, où justement tu reviens sur justement cette manipulation des mots, qui fait qu'on ne sait plus comment s'exprimer et autres. Donc, je rappelle les gens qu'on a fait aussi une émission là-dessus et qu'il y a le bouquin de Ludovic pour approfondir ce sujet. Oui, ça fait partie tout le vandalisme en fait que tu dénonces dans ton livre, hein, le vandalisme sur le langage, sur tout, en fait, tous les aspects de la vie, tous les aspects traditionnels en fait de la vie sociale. On pourrait dire que une façon de remédier, c'est de retrouver le beau. On pourrait conclure avec ça. Ben oui, je trouve que c'est une superbe conclusion. Retrouver le beau pour remédier à... Et aussi pour retrouver Martial et pour retrouver Remédier, on précise aussi que le livre se trouve sur le site Le Livre en Papier. Il suffit de taper Le Livre en Papier et Remédier, on peut le commander. Et on peut surtout préciser que Martial, qui reste quelques jours au plat pays, sera en dédicace dimanche, qui arrive, chez notre excellent partenaire Maupassant, à midi. Donc si vous voulez rencontrer Martial, discuter avec lui de tous ces sujets douloureux, délicats, fragiles ou amusants, il sera là avec son livre Remédier. Donc dimanche, le 10, à midi, chez Maupassant à Jette. Les croissants et le café sont offerts, n'est-ce pas? À midi, je ne sais pas. À 10h, oui. Allez quand même voir Martial. Il est en auto-édition, il faut aider nos romanciers qui essaient de remédier justement à la situation. Remédier par le beau, comme disait Nicolas. Et je ne sais pas si tu as un mot de conclusion. C'est un imprimeur belge, le livre en papier. Ça me fait très plaisir. Voilà, le livre est imprimé, c'est en auto-édition et c'est imprimé par le livre en papier, qui est un imprimeur belge. Super. Belge. Et c'est vrai qu'il faut leur rendre hommage, puisqu'on est 3 personnes ici à avoir publié un livre chez eux et ils sont impeccables. Donc si on peut faire de la publicité à un imprimeur, en plus, je suis pas obsédé par l'écologie, mais on s'est imprimé à l'unité et on n'a pas des stocks dont on ne sait pas quoi faire. Donc vraiment, ils font un très bon travail. Il n'y a pas chez eux des tonnes de livres qui passent au pilon, justement, comme dans toutes les maisons d'édition habituelles. Allez faire un tour sur le livre en papier. Eh bien voilà, merci Martial, merci à vous. Merci à vous. Mes très chers chroniqueurs, et on se retrouve bientôt pour une prochaine. Ciao.